Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Agoma ipoe, chacha goma ipoe. Agoma ipoe, chacha goma ipoe. L'anle nous de malé, chanta revio. Agoma ipoe, en la revio, soube di bono. Chacha goma ipoe. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, cette confluence de ces deux chansons du terroir, l'une de lamentation, de pitié, de supplication, l'autre de défi, de courage et de lutte, est née ce que je peux modestement appeler la force de libération du Togo du joug de la dictature. Nous avons donc dû faire ce soir et définitivement le choix douloureux, mais je dirais éclairé, de prendre le parti du peuple, de ne plus laisser tuer nos compatriotes et de leur donner les moyens de mourir dignement, arme à la main, si tant est que la seule réponse que la dictature devait continuer de réserver à tous ceux qui osent réclamer un peu plus de liberté et le bien-être ne peut être autre chose que la mort. Voilà comment, de pacifiques et même de pacifistes que nous étions, pour préserver la vie, beaucoup d'entre nous ont finalement choisi la voie de la formation et de l'action militaire pour sauver la vie. Quelques jours après l'arrivée de ces jeunes gens, dont les rangs seront grossis par les vagues successives et surtout celle du 30 janvier 1993, le groupe fut obligé de quitter la maison de Kokoui Masséné et le premier camp a été érigé. Il sera ensuite abandonné aux réfugiés civils et les combattants seront déménagés dans un endroit plus reculé, à l'abri des regards indiscrets. Voilà comment, avec ces jeunes qui sont arrivés au Ghana le 25 janvier et les autres jours, nous avons dû, messieurs les membres de la commission, mettre en place un mouvement de combattants de la liberté que nous avons dénommé la Jeunesse pour la libération de la patrie, JLP. Je voudrais ici m'arrêter un instant, même si ce n'est pas le lieu, je voudrais le faire, pour rendre hommage à M. Alphonse Kokoui Masséné. En dehors de Dieu qui nous a aidés à l'époque, c'est cet homme qui hébergeait au Ghana tous les réfugiés, aussi bien civils que militaires, dans sa maison, avant que l'on ne les prenne pour aller leur trouver un endroit. Quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, Alphonse Kokoui Masséné est quelqu'un dont il faut reconnaître les mérites et surtout le patriotisme. Je tiens maintenant à indiquer à la Commission que ce mouvement n'a pas vu la participation du groupe dont M. Logo Hilaire Dossouli affirme souvent qu'il était au Ghana. Ni Logo Dossouli, ni son groupe qui se sont installés au Ghana uniquement après les événements du 25 mars 1993, n'ont jamais fait partie de la Jeunesse pour la libération de la patrie. L'action de ces groupes parallèles, s'il faut en parler, qui étaient installés dans un esprit de défiance et qui avaient juré de tout faire pour nous faire échouer parce que ce n'est pas eux qui allaient avoir le mérite de nos actes, nous sera très nuisible puisqu'il nous coupera de certaines de nos précieuses sources, mais aussi nous empêchera de réitérer, après le 25 mars 1993, un certain nombre d'exploits et feront même dresser les autorités du pays hôte contre nous à un moment donné parce qu'ils considéraient que les Togolais étaient en train de semer du désordre et des divisions dans leur pays. Le moment n'est cependant pas venu de crever cet abcès. Nous aurons l'occasion d'en parler un jour. Notre mouvement n'a également rien à voir avec M. Gilkis Olympio, qui n'a jamais été impliqué dans cette organisation ni au début, ni à un moment quelconque. Tout comme Logo Dossouli, c'est après l'action du 25 mars 1993 que M. Olympio nous avait contactés pour la première fois et qu'il avait souhaité nous rencontrer. Malheureusement, ces promesses de nous aider avec des véhicules et des moyens financiers dont nous avions instamment besoin à cette époque ne seront jamais concrétisées. Lorsque, après les événements du 25 mars, le pouvoir a voulu voir derrière ce mouvement la main de Gilkis Olympio, je dis qu'il s'agit uniquement de vaines accusations à l'endroit de ce leader des partis politiques. Enfin, la Jeunesse pour la libération de la patrie JLP et les forces pour la libération de la patrie n'ont eu de contact ni de rapport avec aucun parti politique, je tiens à le dire. Il s'agissait d'un mouvement non partisan, impartial et neutre, qui se voulait indépendant vis-à-vis de toutes les formations et acteurs politiques. Le mouvement avait exigé de ses membres
qu'ils mettent en berne et oublient leur appartenance à quelque parti que ce soit ou formation politique que ce soit, le temps de se battre pour la patrie, rien que pour la patrie. La terre de nos aïeux d'abord. Lorsque ce travail sera terminé, avions-nous décidé, chacun pourrait retourner à ses activités partisanes ou adhérer à un parti politique. Voilà posé, mesdames et messieurs de la commission, chers compatriotes, le cadre dans lequel vont se dérouler les activités ou les actes qui interviendront au camp RIT le 25 mars 1993. Du 25 janvier au 25 mars 1993, il avait fallu moins de 2 mois de formation intensive pour les commandos. Une formation qui fut un véritable sacrifice de la part de ceux qui s'y étaient pliés. Tant la route vers l'acquisition des capacités nécessaires à ces jeunes gens ressemblait à un calvaire, un véritable chemin de croix. Ce fut dur, mais tous, ou presque tous, en dehors de quelques brebis galeuses qui ont trahi le groupe ou trahi leur serment en abandonnant le groupe, tous ont réussi à obtenir cette formation. En formant ces jeunes et les militaires qui en avaient besoin, que je devais personnellement accompagner moi-même dans tous leurs entraînements, je me suis rendu compte que notre pays pouvait avoir, dans notre pays, il pouvait y avoir du courage et du génie, même là où on s'y attendait le moins. L'essentiel est de savoir les dénicher et les mettre en valeur. Le 25 mars 1993, face aux 3 divisions organisées qui gardaient le camp RIT, soit 450 personnes, puisqu'une division organisée est composée de 150 personnes, 12 de ces commandos triés sur le volet, à la tête desquels le lieutenant Vincent Djemba Tekoufaï feront la démonstration de ce qu'ils ont appris. 3 autres équipes de même composition étaient envoyées à la radio, à l'aéroport et au camp Abidou Gomé, tandis que quelques éléments étaient positionnés à des points névralgiques de la capitale et du pays. Comme j'ai déjà eu à l'affirmer en 1996, dans mon premier ouvrage sur la lutte togolaise, Togo la tragédie africaine, ou Togo les espoirs décis d'un peuple, je cite, ce qui s'est passé le 25 mars 1993 n'est rien d'autre que la manifestation de la détermination de ceux chez qui la rage a pris la place de la souffrance, la dignité a succédé à l'humiliation et qui ont substitué les armes aux lamentations. Fin de citation. Lorsque l'on n'a plus rien à perdre et qu'on se bat simplement pour un idéal qui s'appelle la vie, lorsque l'on a le dos au mur, on peut arriver à étonner, on peut arriver à s'étonner soi-même. L'orientation de ce mouvement avait toutefois été claire. Dans la mesure où notre philosophie était d'utiliser nos vies pour sauver des vies, et que notre objectif était de tout faire pour éviter la mort de nos compatriotes, il fallait éviter absolument de semer la mort et la désolation lors de nos opérations, quelles qu'elles soient, et où qu'elles se déroulent. Lors des opérations du camp RIT, où les forces pour la libération de la patrie ont véritablement eu à faire usage de leurs armes, il y a eu très peu de morts, en tout cas fait de la part des forces de libération de la patrie. La plupart des morts qui ont été faits dans ces événements l'ont été le lendemain matin, lorsqu'il y a eu des règlements de compte au camp. Un autre événement à signaler est que les membres du commando, qui n'avaient que des grenades avant d'entrer au camp, se sont vus remettre leurs armes par les soldats de nos forces armées togolaises qui leur ont affirmé ne pas être là pour mourir pour ceux avec qui ils n'ont rien bouffé. Le magasin des armes et le magasin des armes du camp avait été pratiquement mis à la disposition du commando par ceux qui en étaient les gardiens cette nuit-là. C'est dire combien nos militaires eux-mêmes en avaient assez du régime en place et de ses pratiques. Après cette opération du 25 mars 1993, le groupe n'a pas attendu plus de 2 jours pour reprendre ses entraînements plus intenses encore, parce qu'il pensait que son travail n'était pas terminé. Et quand le 1er mai et le 15 juin 1993, il fallait qu'il agisse. En effet, les entraînements étaient devenus plus intenses. Pourquoi? Parce que le 25 mars 1993, le régiment a été surpris. Désormais, il était averti. Personne ne bénéficiera plus de l'effet de surprise. Il fallait donc d'autres tactiques et des moyens plus importants. Les jeunes combattants de la liberté n'ont pas de vérité dans les sacrifices à consentir pour ce faire. Avant de passer aux allégations de M. Planité et aux conséquences du coup du 25 mars sur l'évolution du processus démocratique alors en cours au Togo, je voudrais rendre un devoir à la vérité. J'avais souhaité tenir ces propos
à huis clos. Mais je pense qu'il faut que je vous le dise et que le peuple le sache. Pendant longtemps, on a dit que c'est l'armée du général Yadema qui avait tué le général Maouli Pini Amélie. Ce n'est pas vrai. Le général Maouli Pini Amélie n'a pas été tué par l'armée du général Yadema. Il faut vous dire la vérité puisque nous sommes là pour ça. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque le commando a attaqué la résidence du chef de l'État et qu'il n'avait pas trouvé le chef de l'État à l'intérieur, les éléments s'étaient repliés pour se redéployer. C'est en ce moment que le général Maouli Amélie est sorti de la zone du maître des officiers et s'est interpellé le commando. Puisque beaucoup le connaissaient et le considéraient comme un officier inoffensif, comme on disait à l'époque, ils se sont approchés de lui ou ils ont laissé s'approcher d'eux et commencé à leur parler. Le général Maouli Amélie était dans son peignoir. Et il leur a parlé en leur disant qu'il n'avait pas à s'attarder ici parce que le président Yadema n'était pas dans son appartement. Le général Maouli Amélie avait à côté de lui le colonel Ako, qui était à l'époque le commandant de la garde présidentielle. Ils ont parlementé avec les 4 ou 5 commandos qui étaient là, et parmi ces commandos, il y avait 2 jumeaux. Un du nom d'Achou, l'autre de Chézi. Mais au moment où ils ont terminé la discussion avec le général Amélie, à qui ils ont dit que eux, dans tous les cas, cette nuit, ils trouveraient le général Yadema et ils l'arrêteraient. Au moment de se retourner, on ne sait pas ce qui est arrivé. Le général Maouli Amélie a sorti une arme de son peignoir et a tiré. Le coup a frôlé la tempe et l'épaule d'Achou. Dans la réplique, Tchédi a tiré. Et c'est ce coup qui sera fatal au général Maouli Amélie et qui aura blessé le colonel Ako à l'époque. Le général Maouli Amélie, Monsieur le Président, et Monseigneur Président, Mesdames, Messieurs, est mort dans ces conditions-là. Je voudrais maintenant aller à la deuxième partie de mon intervention, les contre-vérités de M. Planitaire. Comme j'ai déjà eu à le dire dans mon communiqué du 10 novembre 2011, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt, mais aussi avec ahurissement, les propos tenus par M. Planitaire le jeudi dernier devant cette commission. À titre préliminaire, je voudrais vous dire à chacun d'entre vous que M. Planitaire, que j'ai connu de très loin, et moi-même, ne sommes pas amis, n'avons jamais travaillé dans le cadre de la lutte pour la démocratie au Togo et nous ne nous sommes jamais côtoyés. Dans ces conditions, les allégations de M. Planitaire concernant ce que j'aurais fait ou voulu faire à une certaine période dans le cadre de ce dont je suis en train de vous parler, de ce dont je suis en train de vous raconter la vérité, ne sont que les fruits de son imagination. Ensuite, et en venant aux déclarations proprement dites relativement à la présence dans un camp de réfugiés et au fait de vivre dans la même zone que M. Planitaire, je tiens à indiquer, je n'ai jamais vécu dans un camp de réfugiés au Ghana. M. Planitaire et moi n'avons donc jamais vécu dans un camp de réfugiés. Quand j'ai été au Ghana, j'ai toujours vécu dans des maisons chez des amis ou dans des maisons que j'ai louées personnellement. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque le camp de Satimadia, qui est le premier camp que les commandos auront créé, sera créé, je n'ai jamais vécu dans ce camp et les commandos n'y résideront pas plus d'une semaine. Ils le quitteront. Je ne sais donc pas où M. Planitaire tire le fait que lui et moi, on aurait cohabité au Ghana. Sur les persécutions dont il dit avoir été victime, comme je vous l'ai dit, n'ayant pas connu M. Planitaire particulièrement, n'ayant pas vécu avec lui, M. Planitaire n'étant pas dans les combattants de la liberté avec qui moi j'étais, je ne sais pas d'où lui venaient ces persécutions, qui a pu le persécuter à quel moment que ce soit, à quelque moment que ce soit. La seule chose dont j'ai été informé relativement à M. Planitaire, quand j'étais au Ghana, c'est de la part de M. Masséné et de M. de Souza Emmanuel, paix à son âme, Kodobi Emmanuel de Souza, qui ont dit de lui que c'est quelqu'un qui était paranoïaque et qui utilisait partout une idée de tribalisme en
mettant tout ce qu'on lui reproche sur le fait qu'il est du Nord ou qu'il est Kabien et les autres sont du Sud. Relativement aux gens qui auraient été arrêtés, détenus ou maltraités dans le camp des commandos, il s'agit aussi d'allégations totalement mensongères de la part de M. Planité, en tout cas en ce qui concerne la période où j'ai été personnellement présent au Ghana. Et cette période a duré jusqu'en septembre 1993, quand j'ai quitté les lieux. Pendant la période de ma présence, la seule personne qui a été arrêtée, à ma connaissance, fut un agent de la Sûreté nationale soupçonné de venir espionner les mouvements et les actes des forces de libération de la patrie. J'ai personnellement demandé que cette personne ne soit pas maltraitée et qu'elle soit uniquement surveillée. Ceux qui avaient voulu le mettre en menottes ont vu mon opposition. Et lui-même, s'il est là, il pourra en témoigner. J'ai expliqué à cette occasion aux membres des forces de libération de la patrie, dont certains sont sûrement présents dans cette salle, que notre rôle n'est pas de détruire la vie de nos compatriotes, mais plutôt de la protéger. Il n'était donc pas question de toucher à la vie d'une personne qui n'était pas en situation de combattant, ni de toucher à son intégrité physique. Les autorités du pays hôte qui nous supervisaient m'ont même fait le reproche de ne pas me comporter comme un véritable rebelle. Mais je n'étais pas un rebelle, j'étais tout simplement un combattant de liberté qui est parti de la défense des droits humains et a cherché à défendre la vie. La seule situation dont j'ai eu connaissance après coup et qui m'a profondément choqué et troublé, c'est celle d'un jeune Togolais qui était venu au Ghana et que les commandos disaient avoir retrouvé plusieurs fois dans la zone où se trouvait de leur camp, se trouvait le camp. Et à chaque fois qu'il venait, il arrivait à leur échapper. Un jour, j'étais à Accra en consultation lorsque ce jeune garçon était encore venu et les commandos qui gardaient le camp l'ont arrêté. Quand ils l'ont arrêté, il a eu une altercation avec eux parce que c'est quelqu'un qui faisait le karaté. Il a eu une altercation avec eux et dans l'altercation, quelqu'un lui a tiré dessus. J'ai demandé personnellement à ce que des enquêtes puissent nous être faites sur ces événements. Les autorités du pays hôte m'ont fait savoir que je n'étais pas une autorité et que cette enquête serait faite, mais qu'elle ne me serait pas adressée. Après, j'ai reçu les parents de ce jeune garçon. À l'époque, je ne connaissais pas la réalité des événements, mais je leur ai dit ce que je savais. Je leur ai demandé de s'adresser aux autorités. Je ne sais pas s'ils l'ont fait jusqu'à ce jour. Monsieur Planité a parlé également de véhicules bâchés qu'il aurait remis à des combattants de la liberté au Ghana et qui auraient servi à aller au camp RT chercher le général Yadima le 25 mars. Je n'ai jamais personnellement été informé de cette histoire de véhicules bâchés. La seule histoire de véhicules concernant M. Planité et dont je suis au courant est celle de 2 voitures de marque Hyundai, appartenant en réalité à la société Lonato dont il était le directeur, que l'intéressé avait fait passer pour ses véhicules personnels en demandant à M. Masseme Kokoui de trouver quelqu'un qui puisse ramener ses véhicules du Togo au Ghana parce que, disait M. Planité, il voulait remettre ses véhicules aux combattants de la liberté pour aider la lutte. Une fois que ces véhicules seront ramenés dans le Ghana, M. Planité changera d'avis, reprendra les véhicules en disant qu'il n'a jamais rien promis aux forces de libération de la patrie, alors que ce sont ses membres qu'on a envoyé chercher les véhicules, et M. Planité ira vendre ces véhicules dont il empochera les fruits. Voilà l'histoire de véhicules que je connais relativement à M. Planité. Relativement à la fille du général Yadima, faite par Mme Lydia dans l'été, je peux vous dire tout simplement que un jour, au moment où j'étais à Accra pour réceptionner certains de nos matériels, il semble que M. Planité et M. Flavien Johnson se sont présentés dans mon domicile, là où je vivais, avec une fille du général Yadima. Ils disaient à l'époque qu'ils allaient à Abidjan. Bien évidemment, parmi les gardes qu'il y avait chez moi à la maison, il y avait à la fois des gardes du pays hôte, mais également des jeunes Togolais. Les jeunes Togolais connaissaient cette fille. Ils savaient que c'était la fille du général président. Et ils n'ont pas voulu donner accès à M. Planité, à M. Flavien Johnson et à cet enfant à l'intérieur de mon domicile. Quand je suis revenu de voyage, les gardes m'ont fait le compte rendu et je me suis plaint de cette situation parce que je ne comprenais pas qu'on emmène dans ma maison, dans mon antre,
la fille de celui que je fuyais, à cause de qui j'étais en exil. Je me suis plaint de cette situation auprès de M. Emmanuel Kodjovi de Souza, décédé malheureusement aujourd'hui, et il en a fait cas à M. Flavien Johnson, puisque c'était des amis ou c'était des cousins. Pour ce qui est également de la direction du mouvement et de son programme, les allégations de M. Planitaire sur celui qui allait diriger le pays après le coup, et notamment sur le fait que Jean Dégly serait président, étaient complètement fausses. La ligne de ce mouvement était claire. Il fallait de la démocratie et de l'état de droit, rien d'autre. Pour cette raison, ce qui avait été prévu, c'est qu'une fois le régime renversé, le pays devait être dirigé par un comité de libération nationale composé de 7 membres. Ce comité était composé de militaires et de civils, avec un porte-parole dans le rôle de premier responsable. Il ne devait être soumis à aucun parti ou aucune formation politique, ou même une tendance politique. Son rôle serait de diriger le pays pendant une période de transition d'1 an, au cours de laquelle il organiserait des élections libres et transparentes, auxquelles ne devait participer aucun des membres du dit comité. Nos textes étaient clairs à ce propos. Il s'agissait donc en clair pour nous de refaire la transition qui avait été ratée, la transition qui avait été mise en place par la conférence nationale et que le Premier ministre Kokou Kofigo n'avait pas pu conduire à son terme. C'est justement pour les raisons d'indépendance, de franchise vis-à-vis du peuple que le mouvement avait refusé tout contact avec les partis politiques dès le départ. Pour ce qui est des paiements aux militaires, que M. Planitaire affirme qu'on aurait voulu rétribuer comme des mercenaires, je crois que là aussi, M. Planitaire tire ses idées de ses propres rêves. Malgré le fait que certains militaires se promenaient pour collecter de l'argent chez les hommes politiques dont ils viennent ensuite raconter qu'ils essaient de les manipuler, nous leur avons payé ou fait payer un salaire mensuel et à chaque fois qu'en dehors de leur salaire, ils avaient besoin de quelque chose, nous sommes intervenus, que ce soit en ce qui concerne leur famille, leurs moyens de locomotion, le carburant pour leur locomotion, la maladie de leur famille, nous sommes toujours intervenus. Nos livres de compte et les cahiers dans lesquels ils émargeaient pour prendre toute somme d'argent qu'ils ont retirée sont encore là. Je les produirai lorsque le moment viendra. Ils ont tous été payés comme des membres d'une armée régulière, bien sûr, avec des salaires qui sont plus élevés que ceux des militaires ici au Togo. Tous les mois, ils étaient payés et les matériels dont ils avaient besoin pour toute mission leur ont été donnés. Si aujourd'hui, nous continuons de payer une dette d'à peu près 2 millions de dollars, c'est parce qu'il y a des efforts qui ont été faits pour que ceux qui voulaient se battre pour le Togo soient à l'aise. Quant aux accusations qui auraient été portées contre M. Planitaire d'être celui qui a fait échouer la tentative de renversement de la dictature le 25 mars, l'intéressé raconte une fois encore des bobards. M. Planitaire n'était nullement proche des protagonistes de ces événements. Il ne vivait pas avec eux ni dans leur entourage immédiat. Peut-être qu'il lui a rencontré ou a fréquenté certains militaires qui sont de la partie septentrionale du pays, et notamment peut-être le capitaine Kanakatom dont il a parlé largement la fois dernière. Mais personne, et je vous dis personne, n'a jamais accusé M. Planitaire d'avoir fait échouer quelque coup que ce soit. La seule personne qui a été accusée dans ces coups ou dans l'échec de ce coup sera le capitaine Christian Kanakatom. Pour ce qui est des allégations de coups dans le coup et d'une prétendue tentative d'assassiner le colonel Vincent Tokofaï ou de faire assassiner un autre des militaires à la tête des opérations pour le faire remplacer par le colonel TP, une fois encore, il s'agit d'affabulation. Monseigneur Président, les contorsions et entourloupettes auxquelles s'est livré M. Planitaire pour répondre à vos questions la fois dernière doivent édifier cette commission. Personne n'a jamais pensé assassiner quoi que ce soit de notre groupe. En effet, premièrement, le colonel Tété qui a été assassiné innocemment par les hommes du général Eyadema le 26 mars 1993 parce qu'il avait osé, à la suite des événements du 5 octobre 1990, dire au général Eyadema, lorsque celui-ci a convoqué les militaires et notamment les officiers en rassemblement,
Dire au général Yadema qui demandait que les militaires soutiennent le RPT dans le cadre d'une démocratie, TP avait été le seul à dire au général ce jour-là que non, dans une démocratie, l'armée doit être neutre et impartiale et qu'elle ne soutiendrait personne. C'était le crime qu'avait commis ce monsieur d'après les informations que nous avions. Par ailleurs, peut-être cela va vous surprendre, le colonel TP est de la région de Palimé d'où je suis natif, de la région de Koloto dont je suis natif. Mais je ne connais pas personnellement le colonel TP. Je ne l'ai jamais rencontré. Le seul officier militaire de Palimé ou de Koloto que j'ai jamais rencontré de toute ma vie, jusqu'à me présenter devant vous ici aujourd'hui, c'est le général Maouli Kwini Amélie. Et j'ai rencontré le général Maouli Kwini Amélie dans quelles circonstances? C'était en novembre 1990. À l'époque, j'avais été le rédacteur de la déclaration des avocats. Le général Yadema en avait été informé. Il avait été informé que j'étais de ceux qui organisaient les mouvements de jeunes. Et le général m'avait appelé. Il voulait que je travaille avec lui. Et ils m'ont fait beaucoup d'argent. Je lui ai dit merci. Et je suis parti en lui disant que je reviendrai vers lui. Quand je suis parti de chez lui, j'ai fait rédiger une pétition signée par à peu près 500 Togolais. C'était une pétition au nom de l'association togolaise de lutte contre la torture, dont j'étais le président. Et j'avais envoyé cela au général Yadema. La pétition réclamait la démocratie et l'état de droit au Togo. Le général n'avait pas apprécié la réponse que je lui donnais à sa proposition de me voir travailler avec lui ou de prendre de l'argent. Et il a appelé le général Maouli Kwini Amélie, dont il sait qu'il est de Palimé, général Maouli Kwini Amélie qui connaissait très bien mon père. Et il a appelé le président de la Cour suprême, M. Yatou Kofi Amega. Il leur a demandé de me recevoir, de me convaincre de laisser mes activités en faveur de la démocratie et de venir dans les rangs du RPT ou du régime pour travailler avec lui. J'ai rencontré donc ces deux grands frères, ces deux aînés, avec qui j'ai discuté plus de 2 heures de temps. Ils ont essayé de me convaincre qu'on ne peut pas prôner la démocratie et l'état de droit pour nos pays. J'ai essayé de les convaincre du contraire. Nous nous sommes séparés. Quelques jours après, le général m'a convoqué à la présidence. J'ai été le voir. Et c'est à cette occasion qu'il a proféré de graves menaces à mon encontre, qu'il a sorti un pistolet de son tiroir avec lequel il a tapé sur la table. C'était en présence du général Maouli Kwini Amélie et de M. Benoît Amébor. Le général m'avait dit, je ne suis pas un escalier, tu montes, ça veut dire quoi? Je t'ai fait des propositions concrètes et tu me réponds par des courriers. Les gens qui assurent la sécurité, les gens qui sont avec toi n'assurent pas la sécurité dans ce pays. Si tu me cherches, tu vas me trouver. C'était un événement que je n'oublierai pas. Dieu aidant, je n'avais pas fléchi dans mes convictions. Monsieur Planité reconnaît lui-même que nous avions affirmé ne plus vouloir de militaires à la tête du Togo. Ce qui est vrai et qui a été fait à l'unanimité par tous les membres du comité de libération nationale. Je ne comprends pas que M. Planité vienne devant vous, si tant est qu'il a cette information, pour vous dire qu'on voulait assassiner des membres du commando ou des membres du comité pour que le colonel TP vienne diriger la transition. Le colonel TP n'a rien à voir avec ce qui s'est passé le 25 mars 1993. Lorsque l'on pose la question à M. Planité sur la façon dont le colonel TP allait communiquer avec moi, puisque c'est avec moi qu'il devait communiquer, pour que je lui remette la tête du mouvement, il parle de coups de fil. J'attire votre attention, l'attention de la commission, sur le fait qu'en 1993, il n'y avait pas de téléphone portable. Le colonel TP allait-il m'appeler des téléphones du KRT? Allais-je l'appeler sur ces téléphones-là pour lui confier la direction du mouvement? Je ne sais pas comment la chose allait être faite. Dans tous les cas, je crois que tout cela ne vient que de l'imagination fertile de M. Planité. Troisièmement, M. Planité affirme que le colonel TP aurait enregistré une proclamation de coup de force qui aurait été remise ou vendue par un traître à Yadema. Cette idée me semble invraisemblable. En effet, les organisations des droits humains et la communauté internationale tout entière ont eu à accuser plusieurs fois le général président
de ce que il aurait fait assassiner innocemment, ou ses proches ont assassiné innocemment le colonel Tépé. Si le général avait une cassette de proclamation du colonel Tépé à sa disposition, il aurait brandi et il aurait utilisé pour donner la preuve que le colonel Tépé était dans un coup. Ce que M. Planité a raconté là-bas est aussi, à mon sens, une affabulation. Quatrièmement, ici je voudrais également ajouter que si le général Eyadema avait la cassette d'une quelconque proclamation et savait qu'il y aurait un coup ou un acte le 25 mars, sûrement le général Eyadema, nous le connaissons, en tout cas nous l'avons vu dans ses œuvres, il aurait tout fait pour faire avorter le coup et aucun commando n'irait jusque dans sa chambre pour aller le chercher au camp. Quatrièmement, l'idée d'assassiner les militaires après le coup, comme j'ai dit tout à l'heure, est une idée fausse. Les membres de la jeunesse pour la libération de la patrie pourront m'en être témoins. S'il y avait eu ce clash ou ce conflit entre les militaires qui faisaient partie des opérations et les civils qui en faisaient partie, à la suite du mouvement ou de l'action du 25 mars 1993, c'est sûr que ces personnes ne pourraient plus vivre ensemble ou travailler ensemble. Et pourtant, le lieutenant Demba Vincent Tokofay, dont on dit qu'il allait être assassiné le 25 mars, a continué de diriger, d'amener à l'entraînement les troupes des forces de libération de la patrie. Si l'on n'avait pas eu des forces parallèles, ou du moins des groupes parallèles, qui nous ont créé énormément de problèmes, c'est sûr qu'entre le 1er mai et le 15 juin ou fin du mois de juin, le commando serait intervenu une nouvelle fois. De plus, le jour où M. Logodosouvi avait intercepté les professionnels étrangers qui étaient dans le groupe pour leur dire faussement que l'opposition m'avait remis 600 millions de francs CFA à leur partager et que j'avais confisqué cette somme par devers moi que j'utilisais pour mes besoins personnels, ce jour-là, lorsque ces professionnels étrangers avaient pris des armes pour venir chez moi à la maison, comme il leur a demandé, pour aller réclamer les 600 millions de francs CFA, le lieutenant Vincent Demba Tokofay, qui, Dieu merci, les avait rencontrés en chemin et qui les a dissuadés de ce geste en leur faisant comprendre que lui-même ne savait pas comment je réunissais les fonds nécessaires pour les aider, il n'aurait pas posé cet acte. Il aurait laissé ces professionnels étrangers venir chez moi à la maison, créer un bain de sang et peut-être m'assassiner. Cela montre très bien que le lieutenant Vincent Tokofay n'a jamais fait l'objet d'une quelconque tentative d'assassinat dans le coup, comme coup dans le coup, et ce monsieur avec qui j'ai vécu en bonne intelligence, communiqué jusqu'à la veille de sa mort, lorsqu'on l'a assassiné le 27 juillet 1996 au Ghana, ce monsieur à qui j'avais tout fait, pour qui j'avais tout fait, pour qu'il quitte le Ghana qui était devenu extrêmement dangereux. Pour nous à l'époque, ce monsieur, je n'aurais pas continué de communiquer avec lui, eu des relations privilégiées, personnelles avec lui, discuter avec lui des problèmes du Togo jusqu'à la fin de ses jours. Relativement à la cassette que M. Planité nous a fait écouter, je ne crois pas que le fait de brandir cela comme un trophée de guerre donne quelque légitimité que ce soit à M. Planité. Tout le monde, en tout cas tous ceux qui dans les années 90 et notamment en 93 écoutaient Radio Lomé, savaient qu'à la veille des élections du 25 mars 93, le régime avait dit avoir intercepté 2 personnes, Bertin Folly, directeur du journal La Parole, et une autre personne, et que ces personnes étaient en possession d'une cassette contenant une proclamation. Cette cassette a été jouée le lendemain aux diplomates que M. Natchaba, alors ministre des Affaires étrangères, avait réunis et avait été jouée également à la presse internationale. La seule chose, c'est que, quel que soit ce qu'il y a sur cette cassette, lorsqu'elle a été prise, nous aussi, de notre côté, nous avons intercepté les communications du colonel Ouala, disant à ses forces, à ses agents, écoutez, cette cassette, la voix qu'il y a dessus, c'est sûrement la voix de Jean Deby. Mais la voix est trop grave pour que ceux qui ont entendu la voix de Jean Deby en connaissent le timbre à la conférence nationale et dans le gouvernement de transition puissent véritablement croire que c'est sa voix. Prenez-la
Prenez les cassettes de la conférence nationale, travaillez un peu la voix pour qu'elle puisse le plus se rapprocher de celle du timbre de Jean Deby. Ce n'est pas pour vous dire que ce n'est pas ma voix qui est sur cette cassette, mais c'est pour vous dire le nombre de manipulations qu'il peut y avoir. Et quelques jours après, cette communication que nous avons interceptée, nous aussi, nous l'avons produite avec une lettre à toutes les ambassades qui étaient au Togo et à toute la presse internationale. C'est à partir de cet instant que le général et ses troupes cesseront définitivement de parler de la cassette. M. Planité a parlé après de ramener la tête du général Eyadema. Lui seul sait où il a trouvé ces informations. En effet, la philosophie du mouvement, comme je l'ai dit tout à l'heure, était claire. C'était de préserver la vie, de faire un coup le moins sanglant possible et d'éviter autant que faire se peut des morts. Il était donc question dans notre stratégie, même si la proclamation devait comporter la mort du général pour décourager tous ceux qui auraient voulu s'opposer au coup de sa part, il était question essentiellement d'arrêter le général Eyadema, de le faire passer en jugement, pour qu'il réponde des crimes du régime, et surtout pour que nous puissions récupérer tous les biens de ce pays que ce régime avait pillé. Voilà ce qui avait été prévu. Que M. Planité vienne dire que quelqu'un lui aurait demandé la tête du général Eyadema, peut-être c'est lui-même qui l'a demandé. Ce n'est pas nous. Relativement maintenant à l'échec de l'opération, je voudrais vous livrer maintenant la version la plus connue de nous qui avons été les modestes acteurs de ces événements. Durant la préparation de l'action, lorsque nous avions lancé les enquêtes de moralité et de personnalité sur chacun des membres du comité de libération nationale, tout comme nous l'avons fait pour les jeunes qui étaient les membres des troupes, nous avons écarté ou mis en quarantaine ceux parmi nous qui nous semblaient trop portés sur l'argent, sur les femmes, sur l'indiscrétion. C'est ainsi, par exemple, que nous avons dû mettre à l'écart le capitaine Ogou, qui était l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, parmi ceux qui avaient trouvé refuge au Ghana après avoir défendu Kofigo le 3 décembre. Bien qu'ayant été informé que le capitaine Ogou avait été le premier à déserter du camp de défense du Premier ministre, nous l'avions quand même intégré dans le groupe au Ghana. Malheureusement, le capitaine Ogou non seulement se révélera incapable de jouer le rôle de premier officier du groupe, mais surtout, il prendrait en otage les premières armes que le groupe avait, qu'il exhibait aux jeunes filles qui allaient chez lui en leur disant qu'il allait devenir président du Togo bientôt. Nous avons dû donc l'écarter avec l'aide des autorités du pays hôte. D'autres ont été également mis en quarantaine à cause d'un penchant excessif pour l'argent, un problème d'efficacité ou de non-motivation. Ce fut le cas du capitaine Mbeta, qui, une fois revenu au Togo, aura longuement parlé de nous au Ghana. C'est dans les premiers jours, je crois peut-être dans les 2 premières semaines, que le capitaine Mbeta, qui avait quand même bénéficié de certains paiements de la part du groupe, était mis à l'écart parce qu'on avait vu chez lui une non-volonté de faire quoi que ce soit. J'ai rencontré le capitaine Mbeta peut-être pendant 5 minutes. Je ne l'ai pas rencontré plus que ça. Mais quand il est revenu au Togo, je sais qu'à tous les anniversaires de 25 mars, c'est lui qui allait à la télé pour parler de moi, de nous et de notre mouvement au Ghana, ce dont il ne savait pratiquement rien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.